qui a été dirigé par Louis-Gilles Durand, et je lui ai demandé de nous adresser quelques mots. Alors, Louis-Gilles. Oui, merci. Je remercie les membres du comité organisateur pour m'avoir invité à présenter ici. Pour ceux qui ne me connaissent peu ou qui ne me connaissent pas, je vais faire une petite introduction. M'entendez-vous bien? Oui. Moi, je suis arrivé ici en 1975, janvier 1975. C'est le fondateur qui m'a interviewé la première fois et ça a été une bonne rencontre. L'objectif était d'ouvrir un laboratoire de bioingénierie pour le développement d'équipements scientifiques. Et j'ai développé ma recherche graduellement et je l'ai orientée sur les maladies cardiovasculaires, autant au niveau des artères des membres inférieurs. Donc, ce qu'on parle ici, c'est de mécanique des fluides, parce que moi, j'ai une formation en génie biomédical de l'Université de Montréal. Et j'ai orienté aussi une bonne partie de ma recherche sur la valve aortique, les prothèses valvulaires cardiaques, les modèles, la mécanique des fluides, l'imagerie par ultrasons et toute l'acoustique qui provient du cœur. Donc, ce laboratoire-là, je l'ai dirigé jusqu'en 2011. En l'an 2000, Yvan m'avait demandé de rejoindre son équipe de direction administrative et pour que je m'occupe plus des aspects de l'administration et aussi des services à la recherche. Donc, pendant les années que j'ai travaillé avec Yvan, j'ai appris beaucoup de choses au niveau de la direction. Ça a été un particulièrement bon mentor et de sorte que lorsqu'on m'a demandé de faire le lien entre toi et le prochain président et directeur scientifique, je peux dire que j'étais déjà dans un train solidement équipé et ce qui m'a permis, avec les équipes en place, en particulier le comité de gestion du temps, et je vais essayer ça moi aussi. Et le comité, j'ai fait les diapositives en anglais en pensant que peut-être certaines personnes seraient unilingues anglais, mais ma présentation est en français comme la plupart des autres. Donc, j'ai travaillé bien sûr avec le comité de gestion et les divers comités de recrutement et évidemment avec toute l'équipe administrative, donc les directeurs administratifs, les plateaux technologiques. Et j'ai aussi eu le même privilège qu'Yvan d'avoir le docteur Pierre Bois comme conseiller scientifique qui a été très utile et qui m'a vraiment aidé pendant cette période-là. Donc, mon mandat était tout simplement de continuer les travaux que Yvan avait développés puis qui étaient ongoing, donc qui étaient en fonction, et de m'assurer que le recrutement continue. Alors, il y avait eu des discussions si on l'arrêtait ou pas pour le laisser pour le prochain président directeur scientifique et la décision a été de continuer. Donc, aussi, il y avait d'autres développements qui étaient importants suite à l'expansion de 2001-2004, à savoir le budget d'opération additionnel n'était toujours pas arrivé et les infrastructures pour ce laboratoire-là, donc le budget des infrastructures n'était toujours pas arrivé. C'était en discussion. Les discussions avaient été démarrées par toi, Yvan, et ensuite, on les a continuées. Et mon troisième élément, c'était préparer l'arrivée et l'intégration du nouveau président et directeur scientifique. On m'avait dit que je ferais 3 à 4 mois. Bien, j'en ai fait un peu plus, j'en ai fait 17 finalement. Ça a été un peu plus long que prévu. Et pendant cette période-là, avec le comité de recrutement, on a continué les activités. On a recruté 5 personnes, dont Marie Kvita en janvier 2005. Si je me souviens bien, Kyung et puis David Fichtner étaient en mai 2005. Javier Di Noia était en décembre et Éric Racine est en février. Ça, ce sont les dates à laquelle ils ont signé la lettre d'engagement. Ils ont rentré un peu plus tard après. Donc, je remercie tous mes collègues qui m'ont aidé dans ce processus. Ensuite, le budget d'opération. On avait un budget d'opération de 8,5 millions en 2004-2005. On avait demandé 4 millions, si tu te rappelles, et puis finalement, ils ont décidé de nous accorder 3,2. Vous pouvez imaginer, en novembre 2005, là, on était déjà en déficit considérable avant qu'on ait la convention signée. Ça nous est arrivé à quelques reprises à l'Institut, pour ne pas dire assez souvent, de finaliser une convention fin novembre, alors qu'il nous reste juste la capacité de donner 1 ou 2 payes à nos employés.
et la pression monte au Conseil du Trésor, puis tout à coup, tout sort, comme un lapin d'un chapeau. Et ensuite, l'infrastructure, la subvention d'infrastructure pour l'expansion, ça aussi, on avait déjà équipé des laboratoires, mais on était en déficit là-dessus, et la subvention d'infrastructure nous est arrivée en mars 2006. Donc là, on n'a pas pu signer avant mars 2006. Ça nous menait loin, ça. OK, donc qu'est-ce qu'il y avait dans cette infrastructure? Le gouvernement nous a donné 4 millions sur une demande de 5,1 millions. Ça servait à compléter les laboratoires, les benches, les armoires, les hottes chimiques. Il y avait aussi un spectromètre de résonance magnétique, des billes-accords, d'autres équipements pour l'informatique et pour les mécaniciens de la chaîne fixe pour opérer tous les systèmes programmables pour la ventilation. Et il y avait beaucoup d'argent pour l'animalerie, 47 systèmes de cages ventilées, 2,5 millions juste pour ça. Tu disais tantôt que les animaux, tu en avais déjà mis beaucoup, toi, quand tu es arrivé, mais en partant, tu en avais engagé encore pour beaucoup aussi, au moins autant. OK, il y avait un laveur de cage, un stérilisateur de cage, un système d'automatique, le premier système automatique de distribution d'eau dans l'animalerie SPF, on l'a obtenu de cette subvention-là. Donc, 2,8 millions pour l'animalerie. C'est tout. Ensuite, on peut passer au suivant. Merci beaucoup, Louis-Gilles. Je veux aussi, à ce point-là, remercier Mathieu Ferron et son équipe pour un symposium, je trouve, fantastique, même touchant. J'espère qu'on va survivre jusqu'à la fin sans beaucoup trop de larmes. Bon, je vais faire en sorte que ça se fait pas. Alors, le nouveau PDS. Comme Yvan, je partage d'être PhD et pas clinicien. Aussi, j'ai fait mon doctorat en chimie sur biochimie. Mais il y a autre chose qui me distingue de tous les autres directeurs de l'Institut. Je ne viens pas du Québec ou du Canada, je viens d'un autre pays, de l'Allemagne. Comment ça se fait que quelqu'un de l'Allemagne arrive ici à l'IRCM? Facilement, le rayonnement de l'IRCM est international, comme vous le savez. Je connaissais plusieurs gens de l'IRCM. L'IRCM me connaissait par des visites antérieures. Mais il reste quand même quelque chose qui reste à expliquer. C'est la magie du Québec et la magie de l'IRCM qu'on reste à explorer. Et comme ma dame de cœur et mon épouse depuis 30 ans me demandent encore aujourd'hui parfois, explique-moi donc encore une fois comment ça se fait que nous sommes ici. Alors, mon premier contact avec le Québec était par téléphone par le président du conseil, Yvan Guédon l'a mentionné, M. Robert Parizeau. J'ai eu le privilège de travailler avec 3 présidents et une présidente du conseil d'administration. Les voilà ici. Alors, j'avais Robert Parizeau, j'étais en Allemagne dans mon bureau au téléphone et on négocie le recrutement. J'ai noté une chose, que le français qu'il parlait était différent du français que j'ai appris à l'école et que j'ai essayé de perfectionner dans mon stage en France, à Paris. Me suis dit, c'est quelque chose. Deuxième chose que j'ai notée et que je n'ai pas réalisé, que le nom Parizeau ne me disait rien. J'ai pris M. Parizeau comme un membre du conseil, comme le président du conseil, mais son nom ne me disait rien. Alors, il était quelqu'un qui a terminé mon recrutement et ça me faisait plaisir d'interagir avec lui et j'ai beaucoup de respect pour cet homme, surtout après que j'ai appris plus de l'histoire du Québec et de son nom et de sa famille. Et je reviens après un peu plus. Alors, Gérard Limoges était au début de mon mandat. Il m'a guidé à travers les premières 5 années avec un support stable de presque camaraderie, d'amitié et de mentor en ce qui concerne le Québec et l'IRCM. Ensuite, Louise Lambert-Lagacé a pris la présidence du conseil et elle a introduit un nouveau défi pour moi. 2 choses. D'abord, la visibilité de l'IRCM. C'est important, la visibilité de l'IRCM. Tariq, il faut que tu travailles à la visibilité de l'IRCM. Alors, pour un chercheur PhD en chimie, biochimie, qui travaille au laboratoire et qui a un certain sens d'organiser un institut de recherche,
faire la visibilité comme le comprend Mme Lambert-Lagacé, c'était quelque chose et je dois dire aujourd'hui qu'elle avait raison et que j'étais forcé de la main forte de Louise pour le faire et je crois qu'on a haussé la visibilité de l'IRCM un petit peu. Deuxième conviction de Mme Lambert-Lagacé est que c'est des relations personnelles avec les politiciens. Alors, on n'a jamais vu passer plus de ministres ici à l'IRCM que dans l'époque de Louise Lambert-Lagacé. Le dernier, pas le dernier, mais le prochain, le président du conseil d'administration, Pierre Duplessis, a aussi fait deux choses. Il m'a d'abord testé au golf, parce qu'au golf, le vrai caractère se montre. Hein. Si vous voulez savoir quelqu'un vraiment le connaître, et c'est au golf, alors on a joué au golf ensemble. J'espère que ça s'est bien passé. Et deuxième chose de Pierre Duplessis, comme M. Parizeau, c'est un nom québécois avec une certaine connotation. Et maintenant, j'ai 10 ans d'expérience québécoise au Québec. Je lui ai demandé tout de suite, alors explique-moi le nom Duplessis et sa généalogie, ce qu'il a fait avec plaisir. Et j'ai beaucoup appris encore sur le Québec. Je dois remercier deux personnes en particulier. Je dois remercier beaucoup de personnes et je vais en oublier, mais deux personnes je veux souligner ici. C'est Louis-Gilles Durand et c'est Stéphane Letourneau. Alors, qu'est-ce que j'ai eu du plaisir de travailler avec les deux et maintenant avec Louis-Gilles pour d'abord comprendre l'Institut, comprendre le financement, comprendre le mécanisme, comment l'Institut fonctionne, et avec Stéphane Letourneau, le juridique et aussi ce que ça veut dire le Québec, le Canada français, le Québec au Canada, le Canada anglophone, francophone, le rest of Canada, le Québec. Et je dis, mais Stéphane, regarde, là, c'est la recherche, c'est pour moi de venir à l'extérieur. Il m'a dit, Tariq, faut-tu comprendre une chose? Et vous connaissez ça certainement, mais moi j'étais surpris et je trouvais ça bien comme image. Le Québec, c'est le cube de sucre à côté d'une tasse de café. Vous connaissez ça? Oui. Si le cube de sucre est dehors de la tasse de café, ça existe. Si vous le mettez dans le café, bof. Alors, j'apprends ce que c'est le Québec. Je comprends toujours, j'apprends toujours. Mais je crois que j'ai une certaine connaissance grâce à Stéphane et d'autres, mais surtout grâce à Stéphane et parfois Louis-Gilles, mais surtout à cause de Stéphane qui, ça lui faisait peut-être plaisir de me dire, de m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Pour moi, c'est une découverte énorme. C'est une découverte de découvrir un Canada français qui est différent de le reste. Je le savais, mais c'est sur une base théorique. Alors, Stéphane a fait en sorte que je ne fais pas d'erreur, pas de lapsus, que je comprends bien, et j'ai appris beaucoup de Stéphane et de Louis-Gilles. Alors, première chose préparée par Louis-Gilles et Stéphane, quand je suis arrivé, je retrouve une situation à l'IRCM qui nécessitait de redéfinir la loi constitutive ou le cadre juridique de l'Institut. Alors, imaginez-vous, moi, je suis allemand, je parle français, oui, mais je n'ai jamais lu un document juridique en français. Je ne connaissais pas le cadre juridique en principe du Québec. Alors, Stéphane et Louis-Gilles m'ont bien préparé. Tout le processus était au milieu. J'arrive, je participe à ce processus et vous voyez le document ici, la loi constitutive concernant l'Institut de recherche clinique de Montréal devrait être présentée devant une commission de l'Assemblée nationale du Québec. Ben, j'étais naïf, j'étais là depuis quelques mois à Québec, c'était « Ah, c'est super, là, on va faire ça. » On monte à Québec, Louis-Gilles, Stéphane et moi. Je crois qu'on a pris l'avion même, hein? Non, je ne sais pas, l'auto, je ne me souviens plus. Mais on arrive dans la commission parlementaire bien préparée, moi au milieu, Stéphane à droite, Louis-Gilles à gauche. Les membres de commission nous posent des questions, mais on en a bien préparé, l'IRCM, lieu de formation, lieu de recherche subventionné par le gouvernement, fonds externes. Arrive dans la salle un jeune ministre, Philippe Couillard, et prend la parole. Personne ne lui a donné la parole, il a juste pris la parole. Il arrive dans la salle et commence un discours d'éloge sur l'IRCM. On ne l'aura pas pu faire mieux. Alors, il parle, il explique aux commissions qu'est-ce que c'est l'IRCM, comment c'est fantastique. La commission n'avait plus de questions après. La loi a été adoptée, terminée. On quitte l'Assemblée, on va au restaurant, on est heureux, on retourne à Montréal, chose faite. Moi, je trouve que le Québec est facile partout.
Il restait autre chose à refaire et un nouveau contrat d'affiliation avec l'Université de Montréal et une convention de concession avec le CHUM pour mettre dans un cadre juridique l'opération de notre clinique. Les relations avec l'Université de Montréal, je suis arrivé, je suis de l'extérieur, je suis naïf, je peux jouer l'innocent de toutes choses qui se sont passées ou pu se passer. Donc, ça se déroule bien, les négociations, encore le document juridique préparé par Stéphane. Moi, ça me fait plaisir de le lire parce que c'était un français différent, juridique. J'ai signé ça sans problème. La convention de concession avec le CHUM, avant que j'arrive pour signer ce document, il y avait un autre incident politique qui se produisait. Je suis appelé par quelqu'un qui s'appelle Michel Bureau. Aucune connaissance de ce monsieur. Il m'invite à déjeuner pour parler de cette convention, 7 heures du matin, demain matin. Je dis, là oui, il se lève tôt au Québec. Alors, je rencontre Michel Bureau. Encore une fois, aucune connaissance. Moi, je sais ce qu'il sait, que sa fonction, sous-ministre adjoint à l'époque, ministère de la Santé et des Services sociaux. On parle, on se comprend bien. Moi, je joue le nouveau venu qui s'intéresse à l'IRCM et la convention de coalition doit être signée, sinon on est illégal. Tout s'est très, très, très bien passé. Alors, on est arrivé avec Denis Roy. Excusez-moi, il y a une faute ici. Denis Roy, DG du CHUM à l'époque. Yvan se souvient et on signe la convention de concession. Donc, dans les 2 premières années de mon mandat, je fais la juridique du Québec, l'Assemblée nationale, Michel Bureau, Luc Vinet, Denis Roy, tout le monde, paf, comme ça, 2 ans. Donc, c'est réglé. Un peu plus facile, c'était un renouvellement d'une entente avec la faculté de médecine de McGill. Vous voyez ici Christian Deschepers qui était directeur des affaires académiques à l'époque, et Richard Levin, doyen de faculté de médecine, et Dr. Kreiswirth, qui était doyen faculté des études supérieures. Donc, on est très heureux, donc ça a marché. Donc, on a renouvelé l'entente avec l'Université McGill qui donne à nos chercheurs le statut d'adjunct professeur et de possibilité de superviser des étudiants sans co-supervision de McGill, donc un statut extrêmement privilégié à l'Université McGill. Alors, j'ai ajouté aux axes qui existaient déjà un axe Systems Biology qui n'existait pas avant. J'ai changé l'axe cancer, maladie, avec le vocable maladie génétique pour ouvrir un petit peu cet axe. On a rajouté aussi le mot métabolique à l'axe cardiovasculaire et on a un axe immunité et infection virale, neurobiologie et développement. Pendant mon mandat, on a ouvert une nouvelle clinique de diabète, une clinique de recherche de diabète, une clinique de fibrose kystique et une nouvelle clinique en immunodéficience et en dyslipidémie héréditaire, tout en gardant la clinique de recherche en hypertension et la clinique en cholestérol. Cette clinique-là est émergée d'une clinique de lipides qui existait depuis l'existence de l'IRCM, évidemment d'un des points forts de l'IRCM, mais maintenant ça s'appelle dyslipidémie héréditaire pour ouvrir aux maladies rares et génétiques touchant le métabolisme des lipides. Alors, on a aussi réussi d'implanter, et ça c'est Jean-Philippe Gratton et d'autres, Jean-François Côté, d'un programme d'études supérieures, encore, j'étais trop vite ici. Ici à l'IRCM, en recherche translationnelle, un programme de maîtrise d'1 an qui est spécifique à l'IRCM. Les étudiants sont sélectionnés par l'Institut de l'International ou aussi du Québec qui arrive ici à chaque année, entre 4 et 5, donc les cohortes après 5 ans, maintenant une vingtaine d'étudiants qui ont passé à travers ce programme. Ce programme offre un programme de maîtrise d'1 an, mais aussi l'accès au PhD. Alors, ça, c'est les recrutements pendant tout mon mandat jusqu'à présent. J'espère que je vais encore faire 1 ou 2 de plus. On note le recrutement de ce jeune chercheur ici, Michel Chrétien. Alors, il faut dire qu'après, je ne sais pas, il y a un absentéisme de Michel qu'il faut noter, qui s'est absenté en Ottawa pour fonder un autre institut de recherche, l'Institut Systems Biology. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, il avait le goût de revenir à l'IRCM parce qu'il s'ennuyait de l'IRCM. Évidemment, on comprend tout et tous. Alors, il y avait un processus de recrutement de Michel.
Et en principe, je pensais, bon, Michel, c'est quelqu'un qui revient comme émérite, comme quelqu'un qui est à la retraite. C'est un professeur émérite qui va avoir peut-être quelques années pour faire sa recherche. Non, non, non. Une fois mis les pieds à l'IRCM, où il a grandi, il se comporte comme Mathieu, d'ailleurs. Comme je t'explique. Alors, Michel a un laboratoire. Michel a des collaborateurs dans son laboratoire. Il a un fonds qu'il supporte. Il publie des papiers. Il est un chercheur à temps plein. Il était récemment interviewé. On lui a posé des questions. Tout ça, tout le monde était étonné. Alors, Michel a répondu rapidement. C'est à temps plein. C'est l'intérêt à la découverte qui me fascine toujours et va me fasciner toujours toute ma vie. Alors, recrutement spécial de Michel Chrétien pour le rapatrier à la famille. Je lui donnais un mandat aussi spécial de nous aider pour trouver des donateurs, ce qu'il a fait, pour trouver des liens politiques, ce qu'il est en train de faire toujours, et pour soutenir la direction dans les dossiers spéciaux, ce qu'il fait avec plaisir, n'est-ce pas, Michel? Alors voilà, vous voyez ici tous les recrutements que j'ai faits. Yves Berthiaume, fibrose kystique, Chelo Chang, immunologie, qui malheureusement est décédé il y a un peu plus d'1 an. Jennifer dans métabolisme, Méfarage aussi, Mathieu Ferrand dans le métabolisme des os, Nicole Francis, épigénétique, Raphaël Gottadon, bioinformatique, Eric Lécuyer, ARN, localisation d'ARN, RNA binding proteins, Benjamin Hepkins, bioinformatique, Ouagou en immunologie, Marlène aussi RNA et ribonucléoprotéines, Katrina en cancer du sein, Rémi Rabassa-Loret en diabète, William en centrosome, Hideo Takahashi en neurosciences. Récemment, on a fait recrutement de 2 personnes, Martin Sauvageau, qui va commencer lundi ici, et Mohan Maleshaya, qui va commencer le 1er février. J'ai aussi recruté pendant mon mandat plusieurs vice-présidents. On a maintenant des vice-présidents. Yvan, c'est super, un vice-président, c'est bien. Alors, Yves, pour la recherche clinique, maintenant, pour communication et relations publiques et pour les affaires juridiques, transfert technologie. Wilfredo Banega, si vous entendez le bruit de construction, c'est lui. Hein? Faut le chercher, il faut lui dire que... Alors, Isabelle Baril à la Fondation, Benoît Papineau, Finance, et Hélène Véronneau à la Fondation avant qu'Isabelle Benivien. Et Ovidio Jumanca comme directeur de l'animalerie. Alors, on reprend l'animalerie, ça ne nous quitte pas. L'animalerie, c'est pour nos mandats toujours là. C'est des cages, des lave-cages, des autoclaves, c'est toujours ça. Alors, on a aussi, pendant mon mandat, recruté Alain Bernstein comme premier président d'un comité consultatif scientifique, un Scientific Advisory Board, qui nous a qu'on a consulté pour notre première planification stratégique et aussi pour la deuxième, je vais en parler tout à la fin. Alors, ce comité était composé par plusieurs personnes. Alors, John Hutchinson de Seattle, Paul Frenette, c'est un Québécois, mais il travaille à New York, Albert Einstein College of Medicine sur les cellules souches. Il y a Walter Rosenthal, qui est maintenant président de l'Université de Jena en Allemagne. Il y a Al Singer, qui est un immunologiste que les immunologistes ici connaissent bien, surtout André, s'il est toujours dans la salle. Gordon Fischel, un neuroscientifique. Alain Fischer, on a demandé pour des conseils pour les maladies rares. Et Rod McGuinness, qui était le président après Alan Bernstein de ce comité aviseur, qui est maintenant président ou directeur général des IRSC. Et on espère qu'il va changer, il a déjà commencé à changer le mode de fonctionnement des IRSC un petit peu, je crois que c'était temps, et on espère aussi qu'il va faire pression sur le gouvernement de prendre le Naylor Report plus à cœur. On verra ce que ça fait, peut-être avec Mona ensemble, il va arriver de faire ça. OK, alors quelques images infrastructures. On a, pendant mon mandat, ramassé 30 millions sur différents projets PSRV2 et projets fédéraux pour rénover des laboratoires, pour faire un ascenseur, et surtout pour faire ça. Alors ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est encore, Yvan, c'est encore des souris, ça. Parce que c'est l'autoclave pour l'animalerie, et c'est tellement grand, ça sort, il fallait une grue, et ouvrir ici à l'extérieur pour le faire entrer là.
OK, mais une fois c'est installé, ça a l'air comme ça, tout beau. Est-ce que c'est beau, Evan, pour nos souris? Ah, c'est bon, fantastique. Alors, vous pouvez mettre des cages, des racks de cages entiers là-dedans pour les autoclaver. Vous pouvez autoclaver un technicien, principalement. Alors, et aussi, on a utilisé cet argent pour rénover l'auditorium où vous êtes aujourd'hui. Alors, je me souviens très bien, Louis-Gilles vient me voir dans mon bureau et dit qu'on a la chance d'avoir plus de dollars du fédéral pour notre programme d'infrastructure et il va falloir vite parce que le deadline est là, il faut trouver des projets. On s'assoit, Louis-Gilles, s'il te plaît, mets l'auditorium. S'il te plaît, mets l'auditorium. Et Louis-Gilles et Wilfredo ont fait ça en 10 jours. On a eu de l'argent et comme vous voyez que ça a marché, alors l'auditorium a changé. Parce que je croyais que j'étais assis dans l'auditorium, je regardais le plafond, je me suis dit, il faut le rénover. Alors c'est fait, moi je suis extrêmement heureux, ça me fait plaisir de le voir rénover et je crois que vous partagez cette joie avec moi aujourd'hui. Finalement, il y avait aussi 18 millions de projets FCI pendant mes 2 mandats. Géré par Louis-Gilles aussi et par Judith Cotter-Montpetit et les chercheurs qui ont fait des demandes de fonds de leaders et d'autres fonds d'innovation, etc. Donc, ça a permis d'acheter des appareils pour équiper et moderniser les plateaux technologiques. D'ailleurs, que quand je suis arrivé, grâce à Yvan et Louis-Gilles, était déjà dans un excellent état. Le principe de plateau technologie, j'ai maintenu et défendu. Chaque recrue qui me demande, mais mon microscope, ça devrait être dans mon labo, et puis le mass spec devrait être dans mon labo, et le fax, ça devrait être dans mon labo. Non, non, ça va dans le plateau technologique, ça va être supervisé par nos directeurs et professionnels. Et j'ai toujours réussi. Alors, j'ai maintenu le système de plateau technologique que je trouve extraordinaire et que ça nous permet d'être au fin de pointe de la technologie. On a fait une campagne de financement. Vous voyez ici le président, un des coprésidents, Emmanuel Triassi, le président de la Fondation, André Couillard. Ça, c'est M. Goulet de la Fondation de Sèvres et Mme Lambert-Lagacé qui a joué aussi un rôle extraordinaire dans cette campagne-là. 15 millions amassés qui nous a permis de faire beaucoup de choses, recrutement et autres. On est membre de la M8 Alliance. Detlef en a déjà parlé, je ne veux pas le répéter, mais juste pour vous souligner encore qu'on était chanceux d'être intégré dans ce réseau. On a aussi fait un partenariat avec l'Institut for Medical Research Israel Canada à Jérusalem et on était capable de faire un World Health Summit Regional Conference entre le 8 et 9 mai 2017 à Montréal. Et vous voyez ici la carte de tous les membres de la M8 Alliance. Alors, vous voyez ici le Montreal Clinical Research Institute avec l'Université de Montréal. Alors, on est membre d'un réseau vraiment mondial, global pour Health Research, World Health Summit. Alors, une photo qui a été prise lors du World Health Summit Regional Conference à Montréal. Vous voyez ici Detlef, oh, c'est lui, ouais. Hélène Boisjoli et les représentants du M8 Alliance. L'IRCM est plein dedans, alors on est bien dans ce réseau international, on est reconnu, c'est une bonne visibilité, une bonne tribune pour l'Institut. Alors finalement, ça c'est l'avant-dernier diapo. Entre 2014 et 2015, on a mené des discussions parfois dures, longues et parfois aussi frustrant, mais on est arrivé, et ce qui nous a aidé dans ce processus, c'est Pierre Chartrand, qui ne peut pas être ici aujourd'hui. Et on a conclu sur une planification stratégique 2016-2021 avec 2 initiatives majeures. Un, pour le Centre de recherche de maladies rares et génétiques chez l'adulte. C'est en construction présentement avec des recrutements et aussi en collaboration avec le CHUM et CHU Sainte-Justine. Et une pipeline de production de biomarqueurs basée sur la force technologique de l'Institut, à savoir la protéomique clinique. C'est sous la direction de Benoît Coulombe et c'est en effervescence, si je peux dire la moindre des choses. Donc, avec ces 2 initiatives majeures, ça c'est le futur de l'IRCM et l'orientation de l'IRCM avec toutes ses connaissances, toute ses expertises et toute l'historique derrière de 50 ans, on peut voir un virage vers des maladies rares et génétiques, tout en gardant la base de la diversité de l'Institut. Finalement,
le département de communication et relations publiques a fait ce qu'il devrait faire, à savoir communiquer et publier. On a changé le logo et le 50e anniversaire est une bonne raison pour changer et moderniser notre logo. Alors, vous le voyez ici. Le fait intéressant sur ce logo est qu'il était adopté tout de suite par tout le monde, sans question, avec plaisir, avec joie. Tout le monde trouvait ça extraordinaire. Maintenant, il y a des épinglettes, c'est partout. Alors maintenant, vous avez une déclinaison officielle de l'Institut de recherche clinique de Montréal et Montreal Clinical Research Institute. Alors, vous ne croyez pas que c'est évident de traduire Institut de recherche clinique de Montréal en anglais. Il fallait 2 linguistes, une certaine dépense que je ne vous vois pas dans les détails pour étudier la question. Et la question et la conclusion étaient que la traduction correcte est Montreal Clinical Research Institute. Donc voilà, officiellement, l'IRCM en 2 langues officielles avec l'approbation des linguistes 2 professionnels pour le faire. Alors voilà, mon voyage IRCM depuis 2006 à aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de vous le raconter. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais appeler les panélistes, Ernesto Schifrin, Alexandre Ortwein et Amélie Fradet-Turcotte de venir ici. Et le premier panéliste qui va parler, c'est Ernesto. Alors, vous connaissez tous et toutes Ernesto. Il va parler le rôle et l'impact de la recherche translationnelle et clinique de l'IRCM dans l'hypertension artérielle. Ernesto était ici jusqu'en 2005. Il a quitté juste avant mon arrivée. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose, Ernesto. Laisse-moi penser. OK, voilà, la parole. OK. Alors, merci Tariq, et je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité. J'ai 15 minutes, je pense. Je pensais que j'avais 30, mais j'ai effacé quelques diapos. En fait, moi, je suis arrivé en 1976 pour une année, et avec ma femme qui est allée au Children's, et mes 2 enfants, et nous avons aimé la température. Et alors voilà, 42 ans plus tard, me voici à vous raconter un petit peu qu'est-ce que je pense a eu beaucoup d'impact en recherche translationnelle et clinique à l'IRCM. Je suis arrivé comme postdoc, puisque j'étais ici, il y avait McGill, j'ai fait un PhD à McGill, et par après, le docteur Genet m'a offert un laboratoire comme directeur de du laboratoire d'hypertension expérimentale. Un jour, malheureusement, on a eu la nouvelle de la perte de Marc Quentin, qui était le directeur du groupe d'hypertension ici à l'IRCM, et je suis devenu, pendant les 15 années suivantes, directeur du groupe multidisciplinaire sur l'hypertension ici à l'IRCM, qui était supporté par le Conseil de la recherche médicale du Canada et par après par les Instituts canadiens de recherche en santé. En 2005, en décembre, je suis parti et devenu chef de médecine, comme est indiqué sur la diapo, à l'hôpital général juif, où j'ai une chaire de recherche du Canada, et je suis vice-directeur du département de médecine de l'université McGill. Je suis aussi éditeur en chef d'un journal américain. Beaucoup de choses qui sont le résultat de mes années passées, 30 ans passés ici à l'IRCM, qui ont marqué ma carrière, qui m'ont marqué comme clinicien-chercheur et qui ont déterminé le cheminement que j'ai voulu suivre par après. Et je veux vous montrer quelques exemples de ça. J'espère que je vais presser le bon piton. Non? Non? Bon, alors je voulais montrer d'abord cette diapo. Ça date de l'année 2004. J'étais président du
High Blood Pressure Research Council de l'American Heart Association. Et j'ai eu l'honneur de donner le certificat de Distinguished Scientist à mon mentor, dont je me considère le disciple, Jacques Genet Senior. Il a été le premier Distinguished Scientist de l'American Heart Association en hypertension et dans le groupe qui ont été les premiers à recevoir cette distinction de l'American Heart Association. Et c'est pas moi qui l'a choisi. Je me considérais en conflit d'intérêts. En fait, c'est mes collègues qui ont considéré que Jacques Genet méritait d'être de ce groupe-là à cause de ses contributions majeures dans le domaine de l'hypertension artérielle. Et je vais vous en montrer quelques-unes, commençant dans les années 50. Bon, peut-être à un moment donné. Ici, je vous montre une photo du groupe des directeurs du groupe d'hypertension en 2002 lors d'un congrès que nous avons organisé ici à Montréal. Gaëtan Thibault, Christian Deschepers, Tim Broudet-Loubert et Raoul Garcia, à qui s'est ajouté par après Monan Emer, aujourd'hui scientifique en chef du Canada. C'est mon groupe. Il y a plusieurs fellows étrangers, Marc Iglars de Paris, il y a Dirk Endemann de l'Allemagne. D'ici, je ne vois rien. Alors, je ne peux pas vous identifier, mais je vous fais grâce de tous les noms. De toute façon, il y a Ryan Towers, que vous avez entendu plus tôt ce matin, au bout là, qui est parti peu après à Ottawa avec une chaire de recherche du Canada et maintenant est directrice de l'Institut de recherche cardiovasculaire et sciences médicales de l'Université de Glasgow. Alors, je commence en 1950, excusez-moi, je vais un peu plus en arrière. Pourquoi? Et il y a Michel Chrétien ici qui a participé à ces études dirigées par Jacques Genet sur la découverte de l'effet stimulateur de l'angiotensine sur la sécrétion de l'aldostérone. Chose intéressante, ceci est arrivé en 1958-59. Presque 25 ans plus tard, mon groupe a démontré pour première fois que l'ANF, qu'on étudiait à l'époque, était un inhibiteur de l'effet de l'angiotensine sur la sécrétion de l'aldostérone. Il y a eu des contributions majeures sur le rôle du système rénine-angiotensine-aldostérone dans l'hypertension artérielle humaine, qui ont été la raison pour laquelle l'American Heart Association a donné cette distinction en plus d'autres à Jacques Genet. Il y a eu des essais cliniques sur les agents antihypertenseurs et l'étude des actions de l'ANF chez l'humain. Je vais vous montrer très brièvement, je fais un survol de certaines études sur des centaines et milliers même d'études qui ont été faites en hypertension à l'IRCM et qui ont eu de l'impact. Et voici dans Science, 1956, la proposition que l'hypertension est un état d'hyperaldostéronisme. Et aujourd'hui, c'est seulement il y a 2 ans, 3 ans peut-être, l'étude Pathway 2 a démontré de façon définitive que l'utilisation des bloqueurs de l'aldostérone est un outil excessivement important dans le contrôle de l'hypertension artérielle, particulièrement l'hypertension artérielle résistante. Et vous voyez des noms que vous connaissez là, évidemment, en premier, le docteur Genet, le docteur Davignon, aussi bien que d'autres. Ici, Pierre Larochelle n'a pas pu être aujourd'hui ici, mais il a été le leader de toute une série d'études pendant les années 80 sur l'ANF, domaine dans lequel l'IRCM était un leader. Et je vais vous montrer où ça aboutit dans quelques diapos. Parce que l'ANF est devenu aujourd'hui un mécanisme crucial qui permet de contrôler l'insuffisance cardiaque chez les patients.
et je vais vous en parler sous peu. Voilà une autre étude qui vient de dirigée aussi par Pierre Larochelle, qui montrait un défaut de l'ANF dans les réponses chez les patients hypertendus, publié dans le journal dans lequel actuellement, depuis 2 ans, je suis éditeur en chef, American Journal of Hypertension. Chose intéressante, il y a eu beaucoup de conflits entre John Lara et Jacques Genet. C'est le journal fondé par John Lara. Maintenant, c'est moi, le disciple de Jacques Genet, qui en est le directeur, l'éditeur en chef. Et ça a changé un petit peu la direction du journal. Ça fait monter le facteur d'impact, par exemple. Et on pense continuer dans cette direction. Ici, juste une autre étude chez l'insuffisance cardiaque ou l'hypertension. Ça, c'est des patients hypertendus, mais on l'a fait aussi dans l'insuffisance cardiaque où nous avons démontré que les récepteurs à l'ANF étaient diminués, ce qui pouvait expliquer ce qui se passait en rapport avec la réponse à l'ANF, le manque de réponse diurétique à l'ANF chez les patients avec insuffisance cardiaque. Un jour, je faisais ma tournée de l'autre côté de la rue, à l'Hôtel-Dieu de Montréal, à l'unité d'enseignement clinique. J'avais admis une patiente qui avait des symptômes très bizarres et qui avait des crises de tachycardie paroxystique supraventriculaire. On savait que ces patients-là avaient une polyurie spastique qu'on appelait, spastic polyuria, lorsque la tachycardie finissait. Et alors, j'ai demandé urgent des seringues, on a obtenu du sang et on a été capable, dans ce petit article dans New England Journal of Medicine, de démontrer pour la première fois que lorsque les patients avaient une tachycardie paroxystique supraventriculaire, les taux d'ANF augmentaient énormément et c'est cela qui déterminait la polyurie spastique chez ces patients-là. Aussi, nous avons étudié des patients avec insuffisance cardiaque, aussi une petite étude publiée dans New England Journal of Medicine où nous avons démontré que plus les patients étaient en insuffisance cardiaque, ici mesurée par la fraction d'éjection, left ventricular ejection fraction, les taux de plasmatique d'ANF étaient plus élevés. À l'époque, personne n'a donné beaucoup d'attention à cela. En fait, on nous a répondu qui va évaluer l'insuffisance cardiaque avec un radioimmunoassay. Aujourd'hui, c'est la façon de diagnostiquer et de suivre l'insuffisance cardiaque. Pas avec l'ANF ou ANP, avec le BNP qu'on ne connaissait pas à l'époque, mais en fait, il y a des études de Mass General actuellement qui montrent que c'est en fait l'ANF qui est le meilleur paramètre à suivre dans l'insuffisance cardiaque pour évaluer son évolution et pour en poser le diagnostic aussi. Il y a eu un médicament appelé omapatrilate qui était un ACE inhibiteur et inhibiteur de la néprilysine ou endopeptidase neutre. Ça a coulé. Mauvais parce que ça produisait de l'œdème angionévrotique. Et les patients devaient être hospitalisés, intubés. C'était pas bon. Alors, comme on savait que les ACE inhibiteurs dégradaient certains peptides ou inhibaient plutôt la dégradation de certains peptides, j'ai pensé que si on utilisait un bloquant des récepteurs de l'angiotensine, on serait capable d'éviter cet effet, puisque ces agents-là ne produisaient pas d'édème angionévrotique. Je suis allé à Novartis, je leur ai demandé un inhibiteur de la néprilysine et leur valsartan. Je les ai mis ensemble et j'ai démontré dans cette étude avec mon groupe, ici à l'IRCM, qu'il était aussi efficace que l'omapatrilate. Nous avons observé, et Novartis a été intéressé par ça, qu'au niveau du cœur, il y avait des effets assez dramatiques. Alors, eux autres ont mis les deux médicaments ensemble avec de la chimie médicinale que certains ici connaissent très bien, et ils ont produit le médicament qui est aujourd'hui appelé Entresto, Ernesto. Le médicament magique pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et c'est dramatique
je peux vous dire que ce n'est pas parce que j'ai eu quelque chose à faire avec son développement, mais c'est dramatique quand on passe un patient d'un ACE inhibiteur ou un bloquant des récepteurs angiotensine à Entresto, qui est le valsartan sacubitril. Valsartan, le bloquant des récepteurs de l'angiotensine, sacubitril, le inhibiteur de la néprilysine. Nous nous sommes intéressés à étudier les vaisseaux humains. Je ne vais pas passer à travers beaucoup de papiers que nous avons publiés là-dessus, mais nous étions intéressés à la structure, la réponse des petits vaisseaux de résistance des patients hypertendus que nous obtenions de nos volontaires sous anesthésie locale par biopsie du tissu subcutané de la fesse. Il y en a beaucoup de patients de l'IRCM qui portent la marque de Shiffrin sur leurs fesses. Parfois, plusieurs. J'en ai un qui en a eu 5. Je n'en trouvais pas les premières lorsque j'en ai fait la 3e ou 4e. Mais ceci dit, ça nous a permis de démontrer que dans l'hypertension sévère, ici par hybridation in situ, le système de l'endothéline était très augmenté. Il y avait une surexpression de l'endothéline. Ici, c'est le RNA messager de l'endothéline qui était surexprimé dans ces vaisseaux humains. Et en fait, je vous en parlerai dans quelques minutes. Ceci a conduit à des études dans l'hypertension résistante utilisant des bloquants des récepteurs de l'endothéline. Nous avons étudié la structure, le fait que le remodelage des vaisseaux, des petits vaisseaux, est une des premières manifestations de l'atteinte d'organes cibles dans l'hypertension artérielle. Nous avons étudié tous les agents antihypertenseurs. En fait, deuxième, le losartan, papier publié dans Circulation en l'année 2000 et mon papier le plus cité, plus de 1000 références. Nous avons démontré aussi le bénéfice de bloquer les récepteurs de l'aldostérone sur la rigidité vasculaire. Probablement, à cause de ça, ces agents sont très efficaces dans une forme particulière d'insuffisance cardiaque avec volume d'éjection préservé, ce qui s'appelle HFpEF, Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. Et on a démontré récemment que ces patients-là répondent au blocage des récepteurs de l'endothéline, de l'aldostérone, en partie parce que le mécanisme de cette insuffisance cardiaque est la rigidité vasculaire qui impacte sur le cœur. Bon, je vais passer ça. Où ça nous a conduit aujourd'hui, utilisant les mêmes biopsies que j'utilisais pour étudier les vaisseaux humains ici à l'IRCM. Nous étudions les micro-RNA, les RNA messagers, et nous sommes capables d'avoir une approche de biologie de système. Comme vous voyez ici des études faites pour la thèse de doctorat qui va défendre dans 2 mois Gu Zhenghuo en médecine expérimentale à McGill, à la recherche de nouvelles cibles et biomarqueurs, dans ce cas-ci dans l'insuffisance rénale chronique, dans l'hypertension et dans le diabète. Et pour cela, nous avons une association avec Saint-Justine pour faire du Next Generation Sequencing qui nous permet d'établir la structure des micro-RNA et des RNA messagers. L'autre direction a été l'étude de l'immunité que nous avons commencé à l'IRCM, étudiant l'immunité innée dans l'hypertension. Plus tard, les T-lymphocytes régulateurs et plus récemment, les cellules gamma-delta. Ce papier paru il y a 2 mois dans Circulation démontre le rôle des T-lymphocytes qui portent un T-cell receptor gamma-delta plutôt que le plus fréquent alpha-bêta, qui permet d'établir le lien entre ces cellules-là et l'hypertension artérielle chez l'humain.
Finalement, je vous ai montré ça qui démontrait le fait que l'endothéline est augmentée dans l'hypertension sévère. Nous avons créé ici à l'IRCM une souris qui surexprimait l'endothéline humaine dans l'endothélium de façon constitutive. Depuis, nous avons plus récemment créé cette souris-là avec la technique Crulox qui surexprime l'endothéline humaine de façon inductible et qui produit de l'hypertension artérielle chez la souris qui répond au blocage par les antagonistes ETA de l'endothéline. Et à partir de ceci, Actelion, qui produit les antagonistes de l'endothéline, a décidé de faire une étude multicentrique, originellement basée en Australie, mais moi je m'occupe de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, pour cette étude dans l'hypertension résistante. Et peut-être il y a des fortes possibilités qu'on va pouvoir utiliser finalement les antagonistes de l'endothéline dans l'hypertension artérielle. Actuellement, elles sont surtout utilisées dans l'hypertension pulmonaire primaire. Donc, j'ai essayé de passer à travers très rapidement sur certains faits saillants de la recherche à l'IRCM et des conséquences, au moins dans mon cas, de cette recherche que nous avons réalisée ici. L'impact de la recherche à l'IRCM dans l'hypertension artérielle, je pense, est majeur et reconnu par des références répétées à travers les années, aussi bien que multiples prix et octrois. Et avec ça, je vous remercie de votre attention. Merci Ernesto. Le prochain panéliste est Alexandre Ortwein, qui a fait sa maîtrise ici à l'IRCM sous la direction d'Eric Cohen et son doctorat sous la direction de Javier Dinoya en 2012. Après, en 2012. Après, il a quitté pour son postdoc à Toronto dans le labo de Daniel Durocher et est retourné à Montréal dans l'Institut Lady Davis. Alors, Alexandre. Merci beaucoup. Et c'est avec grand honneur que je suis ici pour les 50 ans de l'IRCM, où je vois d'anciens visages et de nouveaux visages. En partie, ma présentation va être très scientifique et présenter tout ce que j'ai fait pendant que j'étais à l'IRCM et après avec l'IRCM, et vous montrer comment on peut survivre à 7 ans d'intense travail de maîtrise et de doctorat ici. Donc, j'ai voulu commencer ma présentation par des faits scientifiques ou des données que tout le monde peut savoir. Le nombre de laboratoires qui sont à l'IRCM, le nombre de chercheurs. Tout le monde sait l'excellence de la recherche ici à l'IRCM et le nombre de publications qui ont été publiées ici. Mais ce qu'on sait moins ou ce qui est moins, comment dire, présenté, et que j'espère que je ne vais pas compromettre trop d'étudiants dans la salle, c'est le party officiel ou non officiel de Noël chaque année et les histoires compromettantes que nous avons pu cumuler toutes ces années-là. Aussi les parties des étudiants chaque semaine, très bien arrosés. Qui, je ne faisais pas forcément partie, hein, mais je ne fais juste que reporter. Et aussi, bien sûr, les pauses café toutes les 2 heures qui ont compromis nos productivités très intensément. Ceci étant, j'ai voulu aussi montrer comment je suis parti de quelqu'un qui ne marchait presque pas, venant de la profonde Alsace à quelqu'un qui a maintenant son laboratoire au Lady Davis. Et un fait saillant a été mes 7 ans à l'IRCM, dont je vais essayer de vous raconter pendant les quelques minutes qui m'ont été réparties. Donc, la première partie de cette présentation va se consacrer au VIH et les travaux que j'ai effectués dans le laboratoire du Dr Cohen lors de ma maîtrise à l'Université de Montréal en microbiologie et immunologie, et se consacrer notamment à comprendre où le VIH s'assemblait et où il était relâché. Donc, à la base, un certain nombre de travaux et d'études ont montré que le VIH s'assemblait à la membrane plasmique,
où il était relâché, où il pouvait infecter d'autres cellules dans son entourage. Mais un certain nombre de papiers au début des années 2000 ont montré en fait une accumulation de particules virales dans des compartiments intracellulaires, notamment dans les macrophages et dans d'autres cellules immunitaires, qui suggéraient potentiellement que le virus pouvait s'assembler dans d'autres compartiments que la membrane cytoplasmique. Et on est arrivé à un modèle à l'époque où potentiellement le virus pouvait s'assembler dans des compartiments intracellulaires qu'on appelle multivesicular bodies, et ces entités en fait pouvaient servir de réservoir pour le virus et potentiellement pouvaient fusionner avec la membrane plasmique pour les relâcher par la suite. Donc la question de ma maîtrise a été de comprendre si le virus s'assemblait principalement à la membrane plasmique ou dans ces compartiments intracellulaires et comment ils affectaient en fait la production de virus. Donc avec l'aide d'un doctorant à l'époque dans le laboratoire du Dr Cohen, Andrés Finzi, et d'une mémorable assistante de recherche, Joanne Mercier, nous avons mis en place en fait un outil de séparation des compartiments cellulaires pour séparer en fait principalement la membrane cytoplasmique de ses corps multivésiculaires en utilisant en fait une méthode d'ultracentrifugation différenciée. Et comme vous pouvez voir ici, nous étions capables en fait, grâce à cette méthode, de séparer la membrane plasmique de ces compartiments intracellulaires. Donc en fait, en utilisant cette méthode, ce qu'on a montré en fait, c'est que le virus se retrouvait principalement dans des temps précoces à la membrane plasmique et qu'au fur et à mesure que le temps passait, en fait, ces virus ou ces protéines virales en fait s'accumulaient dans des compartiments intracellulaires. Et un autre élément que nous avons montré, en fait, c'est que quand nous inhibions l'endocytose, ces compartiments en fait ne présentaient aucun virus, ce qui suggérait bien en fait que le virus s'assemblait principalement et premièrement à la membrane cytoplasmique. Et donc, à la fin, ces travaux ont été publiés dans Journal of Virology et on suggérait un modèle où le virus se recrutait d'abord à la membrane plasmique, où il formait des particules virales et que ces particules virales pouvaient potentiellement par la suite être endocytées et accumulées dans ces compartiments intracellulaires où ils pouvaient servir de réservoir pour le virus et potentiellement être relâchés par la suite. À la fin de ma maîtrise, j'ai voulu changer de sujet et j'ai rejoint un très jeune chercheur puisqu'il venait juste d'ouvrir son laboratoire à l'IRCM à l'époque, Javier Dinoya, et j'ai commencé donc mon PhD dans son laboratoire en 2007. Et le sujet principal d'étude sur lequel j'ai travaillé dans son laboratoire était une nouvelle enzyme qui avait été récemment découverte, qui s'appelait en fait Activation Induced Deaminase, et qui était impliquée en fait dans la diversification des anticorps, avec potentiellement un rôle dans le développement de lymphome de cellules B. Donc, le principal problème que nous nous sommes posés à l'époque, en fait, et qui se posait dans le contexte de la réponse immunitaire, c'est comment être capable de se défendre contre un certain nombre de types de pathogènes, des virus, des bactéries, des toxines, des cellules cancéreuses ou des parasites, avec une quantité d'informations génétiques très limitée. Et en fait, ce qui est arrivé comme modèle, c'est qu'il faut générer une certaine diversité génétique pour être capable de se défendre contre la vaste spectre de pathogènes que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Et une grande découverte a été faite en 1999, qui est la découverte de cette enzyme called Activation Induced Cytidine Deaminase, qui est spécifique aux cellules B et qui en fait a la capacité de générer cette diversité génétique qui est cruciale pour l'établissement d'une réponse immunitaire protective. Et l'idée en fait utilisée par le corps humain et dans ce cas-ci les cellules B, c'est de produire une enzyme mutagène, AID ou RAC précédemment qui a été montré, de générer en fait au niveau de l'ADN des dommages, dans ce cas-ci vraiment très localisés aux gènes immunoglobuline ou gènes qui codent pour les anticorps, et par la suite réparer ces dommages à l'ADN, soit de manière productive où il va générer une diversité génétique et va permettre de produire une réponse immunitaire protective contre ces différents pathogènes, mais avec aussi le problème de générer une instabilité génomique, un risque de lymphomagénèse et aussi le développement de maladies auto-immunes. Donc, l'idée, en fait, à l'époque de mon projet était de comprendre, en fait, comment
ces mécanismes ont été développés dans les cellules B et comment la cellule B est capable d'équilibrer ses aspects bénéfiques versus ses aspects pathologiques. Ce qu'on savait à l'époque, en fait, c'est qu'AID, bien qu'elle mute l'ADN, est principalement dans le cytoplasme, ce qui était plus ou moins contre-productif quand vous pensez aux fonctions qu'elle a. C'est seulement, en fait, quand vous inhibez la machinerie de transport nucléocytoplasmique que vous pouvez voir une accumulation d'AID dans le noyau. Ce qui suggère, en fait, qu'AID rapidement se transfère du noyau vers le cytoplasme et vice-versa. Ce qu'on connaissait aussi à l'époque, en fait, c'était que AID, lorsqu'il est restreint dans le cytoplasme, est très stable. Par contre, dans le noyau, il est très instable, ce qui suggère qu'il y a des mécanismes différentiels de stabilisation d'AID, dépendamment du compartiment cytoplasmique ou nucléaire où il se trouve. Et donc, mes travaux ont été de comprendre comment, en fait, certains interacteurs cytoplasmiques d'AID peuvent promouvoir, en fait, sa stabilité dans ce compartiment cellulaire. Et donc, ce que nous avons fait à l'époque, c'était une approche de spectrométrie de masse où nous avons utilisé AID comme baie. Et on a en fait identifié un certain nombre de chaperones moléculaires interagissant avec AID. Et nous avons voulu définir leur fonction dans la stabilité d'AID. Et donc, ce que nous avons vu, en fait, très rapidement, c'est que lorsqu'on utilise un inhibiteur de ces chaperones moléculaires, les niveaux d'AID, en fait, diminuent très rapidement dans un certain nombre de cellules B, donc des cellules humaines, des cellules de poulet et aussi des cellules de souris. Et donc, après 24 heures de traitement avec ces inhibiteurs des HSP90, on voyait une très forte réduction, en fait, des niveaux d'AID. Ce qu'on a aussi vu, c'est que lorsqu'on étudie principalement les fonctions d'AID qui sont importantes dans la commutation de classe des anticorps, ou lorsqu'on, en fait, stimule des cellules B avec un cocktail de cytokines qui permet, en fait, de changer d'un anticorps vers un autre anticorps, l'inhibition, en fait, des chaperones moléculaires induit, en fait, une diminution drastique du changement de classe des IgM vers IgG1 dans des cellules primaires de souris. Ce qui suggère, en fait, que l'inhibition de HSP90 est cruciale dans le processus de commutation de classe. Au niveau pathologique, ce que nous avons aussi pu montrer, en fait, dans le contexte du chronic myeloid leukemia, qui, en fait, présente un oncogène caractéristique, le BCR-ABL, il a été montré, en fait, précédemment que AID est capable d'induire des mutations dans ce gène et permet, en fait, l'acquisition de résistance contre l'inhibiteur imatinib, qui est un des premiers inhibiteurs développés contre cet oncogène. Et ce que nous avons pu montrer, en fait, c'est qu'en incubant un inhibiteur d'HSP90 avec le traitement imatinib, on est capable d'empêcher l'acquisition de ces mutations et aussi empêcher, en fait, le développement de cellules résistantes à l'imatinib, ce qui suggère, en fait, que la combinaison de ces chaperones moléculaires avec l'imatinib pourrait être utilisée en clinique pour le traitement, en fait, de patients affectés par le CME. Et donc, on arrive, en fait, à un modèle suivant où, à la base, les chaperones moléculaires DNAJ1 et HSP90 interagissent avec AID, stabilisent cette protéine, lui permettent de rester dans le cytoplasme avant d'être transloqué dans le noyau où il va, en fait, muter les gènes immunoglobulines, permettre de produire cette diversité génétique qui est importante pour les cellules B et par la suite ressortir. Par la suite, un certain nombre de travaux ont été publiés, notamment dans le laboratoire du Dr Ninoya, et Steven Method va présenter ça dans quelques jours, puisqu'il va défendre sa thèse le 3 octobre, et il vous montrera comment ce modèle-là est bien plus complexe que initialement supposé, et quels sont, en fait, un certain nombre de facteurs qui sont importants pour la rétention, en fait, d'AID dans le cytoplasme et la prévention, en fait, de ces effets indésirables. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, même si j'ai passé 7 ans et que j'ai pu être traumatisé, que j'ai pensé pendant un certain nombre de temps aller faire du fromage de chèvre dans les cantons de l'Est ou ouvrir une microbrasserie dans l'Est de Montréal, j'ai par la suite quand même décidé de continuer en recherche et donc d'aller dans le laboratoire du Dr Daniel Durocher, qui est un ancien étudiant ici de l'IRSEM aussi, pour faire mon postdoctorat à Toronto. Et
l'une des questions majeures que le docteur Durocher se pose là-bas à Toronto, c'est comment l'intégrité génomique se maintient et en particulier comment un certain nombre de lésions à l'ADN sont détectées et réparées. En particulier, en fait, ce qu'on appelle des liaisons double brin qui sont pas forcément les plus communes dans les cellules, mais qui sont par contre les plus cytotoxiques puisqu'une seule liaison double brin est capable en fait, de tuer une cellule. Donc nous, un des certain nombre de travaux qu'on a été intéressé à faire dans le laboratoire du docteur Durocher, c'est comprendre comment ces liaisons sont signalées et comment elles sont réparées en intégrant un certain nombre de facteurs, notamment en fait le positionnement cellulaire dans le cycle cellulaire en fait. Donc à l'époque en fait la réponse en fait due à un dommage à l'ADN a été développée était connu plus ou moins un certain nombre d'éléments. On sait qu'en fait le dommage à l'ADN est signalé en fait par une kinase ATM qui va phosphoryler en fait un certain nombre de protéines, notamment le variant d'histone H2X. Et ces modifications post-transactionnelles induisent en fait une ubiquitination de la chromatine qui permet en fait le choix en fait entre deux différentes voies de réparation de l'ADN, ce qu'on appelle le classical non-homologous embryonic, qui est régulé par une protéine très importante appelée 53BP1, et puis Amélie en parlera, je pense, très certainement dans sa présentation par la suite. Et une autre voie connue aussi, d'homologous recombination, qui est modulée par une autre protéine très connue, BRCA1. Un élément qui a été peu étudié ou peu considéré pendant un certain nombre d'années, en fait, c'est l'importance du positionnement cellulaire dans la régulation de ces deux voies de réparation de l'ADN. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'en phase G1 principalement, mais aussi en phase SG2, la voie classique de réparation est la voie NHEJ, alors qu'en phase SG2, c'est la voie HR qui en partie prend le dessus et va réparer ces liaisons à l'ADN. Par contre, une voie qui n'est très peu étudiée ou comment ce qui se passe en mitose a très peu été analysée. Et mes travaux dans le laboratoire du docteur Durocher ont été de comprendre comment les voies de réparation de l'ADN sont modulées en fait dans cette phase critique du cycle cellulaire. Donc j'ai essayé de résumer en une slide 4 ans de postdoc, ce qui, vous comprendrez, a été très difficile. Mais une partie des travaux sur lesquels j'ai participé avec Amélie ont été de comprendre comment la protéine 53BP1 régule la voie de réparation de l'ADN NHEJ et comment il recrute un certain nombre de facteurs. Lors de mon postdoc, on a identifié 2 nouveaux facteurs très importants, RIF1, qui a été publié dans Molecular Cell et qui est pour le moment le papier le plus cité du laboratoire du docteur Durocher depuis le début de l'ouverture de son laboratoire, et une autre protéine appelée REF7 qui a été publiée récemment dans Nature. Par la suite, mes travaux ont essayé de comprendre comment la voie HR est régulée en G1 du phase cellulaire. On sait en partie qu'en fait, en G1 en fait, du cycle cellulaire, la voie HR est inhibée, mais on sait très peu en fait comment les mécanismes d'inhibition ont été développés. Et ce que nous avons découvert en 2015, en fait, c'est qu'une voie d'ubiquitination contrôle l'interaction entre BRCA1 et ces défecteurs dont PALB2, et que cette voie-ci inhibe la régulation en fait et la réparation des dommages à l'ADN par la voie d'homologous recombination. Et finalement, ce qu'on a pu montrer précédemment en 2014, c'est que ces 2 voies sont inhibées en mitose par des mécanismes de phosphorylation, notamment au niveau de 53BP1, qui prévient en fait son recrutement au site de dommage et qui aussi prévient la réparation de l'ADN au niveau des cellules en mitose. Pour les 1 minute 30 qui me restent, je voulais juste vous montrer maintenant où est ma nouvelle famille. Donc, je suis au Lady Davis, où j'ai recruté un certain nombre d'étudiants et de postdocs. Le thème principal de mes recherches sont en fait toujours de comprendre l'instabilité génomique, principalement dans les cellules B et comment elles préviennent en fait le développement de lymphomes. Mais on travaille aussi avec beaucoup de cliniciens à l'hôpital où on essaie de comprendre de manière plus générale comment l'instabilité génomique peut développer le cancer, notamment
ovarien et du sein. Et puis, pour finir, j'aimerais juste remercier l'IRCM parce qu'avant tout, c'était une famille, c'est toujours une famille. J'ai gardé un certain nombre d'amis, j'ai développé un certain nombre de collègues. Et puis, je ne serais pas là si je n'avais pas passé 7 ans à l'IRCM et j'avais pu achever tout ce que j'ai pu achever. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, on passe au prochain panéliste. C'est Dr. Amélie Fradet-Turcotte, aussi une ancienne de l'IRCM qui a fait son PhD sous la direction du Dr. Jacques Archambault et ensuite, après son période de postdoc, est rentrée comme professeure adjointe à l'Université Laval. Je sais pas comment t'entends bien. D'abord, j'aimerais commencer aujourd'hui en disant que pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment une belle surprise. Je suis venu ici en me disant, je vais voir des anciens collègues, c'est génial, j'aimais beaucoup l'IRCM, j'avais un sentiment de famille, mais tout ce qu'on entend depuis ce matin, c'est tout le bagage historique qu'il y a derrière l'IRCM et que personnellement, je n'étais pas du tout au courant, même si j'ai passé 7 ans de ma vie ici, comme Alex, et qui est très, très inspirant. Je regardais toutes les présentations qu'il y a eu aujourd'hui, puis j'espère qu'ils vont se graver loin dans ma mémoire pour en prendre de bonnes notes pour le futur. Alex et moi, on est très verts, on est au balbutiement de notre carrière et on essaye présentement d'établir nos propres preuves en tant que chercheur indépendant. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un peu mon cheminement et comment l'IRCM y a contribué. Alors, très rapidement, j'ai fait un baccalauréat à l'Université de Sherbrooke en biochimie. C'est à partir de là, lors de stage coop, que j'ai eu la chance d'aller chez Boehringer Ingelheim, où j'ai rencontré le docteur Jacques Archambault. À l'époque, le docteur Jacques Archambault était group leader du projet VIH et c'était en fait le boss de mon boss. Et à la fin du stage, il m'a proposé d'ouvrir le laboratoire avec lui comme première étudiante. Et naïvement, je me suis dit, wow, c'est une belle opportunité. C'est toujours une belle opportunité, mais c'était très naïf de dire ouvrir un laboratoire, ça va être facile. Par la suite, j'ai complété mes études postdoctorales en grande partie avec Alex, chez Daniel, Daniel est un ancien aussi de l'IRCM, qui a fait son PhD chez le docteur Mona Nemer. Alors, c'est très incestueux. Et aussi à Toronto, j'étais avec le directeur de postdoc de Jacques, Jacques Greenblatt. Depuis septembre 2015, j'ai un poste de chercheur adjoint à l'Université Laval. Là-bas, il y a quand même un petit recrutement de gens de l'IRCM. C'est intéressant. Un de mes collègues, c'est Steve Ledo, qui était dans le laboratoire de Jacques Drouin. Une des techniciennes qui travaille beaucoup dans notre laboratoire, c'est Valérie Côté, qui était dans le laboratoire du Dr. Jolicoeur. Et également Dr. Ingrid, qui était dans le labo de Tariq Moreuil, qui est maintenant à Québec, et qui m'appelle une journée, j'ouvre le laboratoire, ça fait 1 an qu'on est ouvert, Ingrid m'appelle, « Hey, tu es à Québec, je travaille sur le développement d'épithélium, ça attendu qu'on collabore. » Donc, tout ça est né de discussions qu'on a eues dans le corridor ici. Sinon, on se serait pas vu, j'aurais pas eu l'opportunité. Ce qui est très intéressant pour le modèle de virus qu'on étudie présentement. Donc, en 2004, j'ai joint l'IRCM. À ce moment-là, Mathieu avait les cheveux longs et il avait sa baguette de poule et on allait jouer au pool. Puis on allait au petit bar métal à côté. C'était un autre moment. En fait, j'ai eu de la misère à reconnaître Mathieu la première fois que j'ai vu la photo où il est venu ici. À l'époque, Jacques s'intéressait au virus du papillon humain, qui est un tout petit virus qui infecte environ 75% de la population, mais qui, de manière générale, va être éliminé par le système, à l'exception de certains cas qui vont évoluer en cancer du col de l'utérus. Donc, 100% de ce type de cancer-là est causé par l'infection virale. Et également, un nombre croissant du cancer de l'oropharynx. En fait, le nombre de cancers de l'oropharynx causés par le VPH est en nette augmentation depuis la dernière décennie, en drastique augmentation depuis la dernière décennie, et surpasse les cancers qui étaient dus au tabac. Quand j'ai commencé chez Jacques, il n'y avait pas encore de vaccin, donc Gardasil, ça n'existait pas encore, et on s'est intéressé en fait au mécanisme de réplication virale dans le but ultime d'être capable de développer des inhibiteurs qui empêchent la réplication. Donc, juste vite fait, la réplication de ce virus-là, ça a lieu dans un épithélium en différenciation. Essentiellement, le virus doit atteindre les cellules de la couche basale où il établit son génome, et là, il va y avoir une très faible réplication virale. Cependant, il doit y avoir un switch dans
dans le cycle viral. Et comment ça fonctionne, c'est que lorsqu'il y a une différenciation de l'épithélium, il y a une amplification du génome. Alors, tout ça, ça se fait avec très peu de protéines. Et durant mon PhD, je me suis intéressé à la protéine E1. Essentiellement, lors de mes études, les virus m'intéressaient pour comprendre les mécanismes de base de la réplication. Parce que comme vous pouvez voir ici, E1, qui est une protéine virale, s'assemble sur l'ADN et s'assemble en double hexamère. Un double hexamère qui est très homologue au réplisome, donc qui permet la réplication dans les cellules humaines. Et tel le réplisome, ce double hexamère-là va interagir avec différents facteurs comme RPA, la polymérase pour permettre la réplication. Donc, au cours de mes travaux ici à l'ERCM, on s'est penché sur plusieurs questions qui ont tous porté essentiellement sur comment E1, donc la protéine virale, permettait de se répliquer. Et j'ai vraiment amélioré ou appris ou acquis une expertise dans ce qui est des modes de régulation par les modifications post-traductionnelles, une expertise qui m'a été utile par la suite au postdoc lorsque j'ai étudié les modifications post-traductionnelles des histones dans la chromatine. Donc, essentiellement, dans le temps passé ici à l'IRCM, on a développé des techniques d'étude de la réplication virale basées sur la luciférase qui sont grandement utilisées dans le domaine aujourd'hui de toutes sortes de virus à ADN double brin comme Merkel virus, SV40 et HPV. On a également participé dans le laboratoire, donc c'est toutes les études auxquelles j'ai participé, mais qui ont été faites par les autres étudiants du laboratoire, qui ont permis de caractériser le domaine N-terminal de la protéine qui est en fait l'essence de sa régulation. Donc, différentes interactions avec des facteurs cellulaires et également des processus qui lui permettent de passer du mode de réplication tranquille dans les couches basales à réplication amplifiée. Je dirais que ma plus grande contribution au niveau science dans le domaine de la virologie du VPH, donc des petits virus à ADN double brin, a été de bien comprendre comment, en fait, de caractériser comment la modification post-traductionnelle du N-terminal de cette protéine-là permettait en fait d'inactiver son signal d'export nucléaire. Donc, E1, qui est une protéine virale nécessaire pour la réplication virale, va être phosphorylée par CDK2. Donc, ça va permettre que la protéine soit restreinte au noyau et puisse permettre la réplication de l'ADN viral. L'avantage pour le virus de restreindre sa réplication avec la phase S, c'est un peu de passer inaperçu dans les cellules basales et être capable de répliquer son ADN. C'est pourquoi le virus veut passer inaperçu, c'est quelque chose qu'on a découvert en se demandant pourquoi, en fait, la protéine a nécessairement besoin d'aller dans le cytoplasme. Et l'ensemble des études qu'on a fait a permis de proposer les modèles suivants qui sont encore d'actualité aujourd'hui, qui sont en fait que la protéine nucléaire E1 va moduler la réplication de l'ADN viral de façon donc tranquille, c'est vraiment pas le bon mot, mais de façon synchronisée avec le cycle cellulaire pour passer inaperçu dans les cellules basales et lui permettre de maintenir constante l'infection chez les patients. Et par la suite, lorsqu'elle va entrer dans les couches supérieures, il va y avoir un clivage du domaine N-terminal et une amplification du virus. Ça, c'est très bien pour le virus, c'est pas bien du tout pour la cellule humaine. Et en fait, ce qu'on a montré et qui était une des grandes avancées dans le domaine du VPH, donc le début du rôle de E1 dans l'instabilité génomique causée par le VPH, c'est que lorsque le E1 est restreint au noyau, il induit une série de dommages à l'ADN, ce qui permet à la cellule d'acquérir une instabilité génomique et peut mener à la carcinogénèse. Donc, à ce moment-ci de ma carrière, j'avais un gros dilemme. Est-ce que j'allais en postdoc en viro ou en instabilité génomique? Et c'est là que plusieurs mentors ont eu un rôle à jouer. Juste avant ça, je veux mentionner que oui, nos projets avancent beaucoup parce qu'on a d'excellents mentors durant notre cheminement, mais les gens avec qui on travaille au laboratoire, ça fait toute l'essence de ce qui nous permet d'aller plus vite, d'avancer plus vite, de poser plus de questions et d'être performants. Et également, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, mais à l'IRCM, c'est assez unique, les plateformes. Je n'ai pas vu ça à Toronto, je n'ai pas vu ça à Québec, en tout cas pas au même niveau. En fax, Eric nous a permis d'avancer rapidement pour des études de cycle cellulaire. En microscopie, il nous a permis de ne pas briser le microscope, j'imagine. Richard et Jean-François qui permettaient de, disais le mot anglais, mais overcome tous les problèmes rencontrés avec les machines inconnues. Donc, ça a permis d'acquérir une bonne base pour le futur.
Les mentors, moi j'ai eu Jacques essentiellement qui ne voulait pas prendre la décision à ma place, c'est très, très, très bien. Mais une personne qui a joué un gros rôle dans mon choix d'études, c'est Jean-François. Jean-François, on a l'anecdote toujours de dire que quand je l'ai rencontré dans l'autobus, je pensais que c'était un postdoc. Puis il pensait que j'étais la femme de Jacques. Ça porte à confusion, là, c'était mon mariage. Fait qu'on n'avait pas trop de hiérarchie entre nous. En fait, ça a beaucoup aidé parce que je me suis beaucoup référé à Jean-François pour mes choix. Puis quand j'ai eu à décider, Jean-François m'a dit hey, « Tu penses à Daniel Durocher? » J'ai dit « C'est qui Daniel Durocher? » Donc, une chance que je t'ai parlé. En fait, par la suite, la discussion avec Alex, qui connaissait aussi bien le domaine du DNA repair que je connaissais moins à cette époque-là, a aidé à prendre ma décision. Et j'imagine qu'il était assez convaincant, qu'il s'est convaincu lui-même de venir nous rejoindre 6 mois plus tard. Donc, c'est en 2011 que j'ai joint le laboratoire de Daniel Durocher. Ça, c'est une photo qui a été prise environ 3 semaines après que je suis rentré au laboratoire, une retraite scientifique, où Dan a conduit adroitement un bateau loué et en a cassé l'hélice. Et c'est très drôle parce que, comme disait Alex, le labo s'intéresse sur les casseurs de double hélice. Donc, l'hélice est dans son bureau encadré comme trophée. Donc, chez Dan, je vais vous passer les détails que Alex a déjà passés, mais essentiellement, il s'intéresse à des cascades d'événements qui nous permettent de maintenir notre génome face à des cassures de type double brin. Quand j'ai joint le laboratoire, il y avait plusieurs boîtes noires au niveau de comment l'ubiquitine joue un rôle dans la modulation de ces voies-là. Et essentiellement, ce qu'on savait, c'est qu'il y avait 2 ou 3 ligases qui, à un moment de la signalisation, arrivaient au site de dommage. Il y avait ubiquitination de la chromatine et recrutement de divers facteurs par un mécanisme inconnu. Donc, je me suis attaqué à la question de savoir comment la protéine 53BP1, qui en fait va permettre de promouvoir une réparation par jonction des extrémités non homologues, reconnaît ce signal d'ubiquitine, étant donné que 53BP1, il n'y a pas de domaine de liaison à l'ubiquitine. Donc, pour faire une longue histoire courte, ce qui nous a permis de faire la plus grande avancée, c'est que contrairement aux études qui ont été utilisées avant, où on utilisait des peptides d'histone, de queue N-terminal ou C-terminal d'histone, on a reconstitué un nucléosome entier in vitro dans lequel on a pu ajouter des modifications post-traductionnelles permanentes, comme dans ce cas-ci, un analogue de la diméthylysine H4. Ensuite, on a pu prendre un essai enzymatique dans lequel on a pu ajouter l'ubiquitine. On parle souvent de timing en sciences. Quand j'ai joint le laboratoire de Dan en 2011, il venait de savoir qu'il y avait un groupe qui avait trouvé le substrat d'RNF 168 et c'était publié cette année-là. Donc, le timing était comme bien fait qu'on a pu avoir la réaction enzymatique et recréer le nucléosome in vitro et montrer qu'en fait, lorsqu'on ubiquitile, par exemple, ici, on suit le nucléosome, mais on suit surtout H2A. On voit une mono et une diubi qui arrivent pour K13, K15. Et c'est l'expérience clé qui a permis de démontrer qu'en fait, 53BP1 contient des domaines pour interagir avec la chromatine ubiquitile. Et la suite des choses a fait qu'on aurait pu, en fait, en venir à un mécanisme ici qui explique bien comment 53BP1, en fait, s'assemble autour. Ici, on a mis un nucléosome, sauf qu'on a également un modèle où il pourrait, en fait, attraper plusieurs nucléosomes en même temps. Et grâce à sa capacité liée de façon bivalente la chromatine, donc par la diméthyl H4 et l'ubiquitine K15, séquestrer le nucléosome dans une formation qui fait qu'il n'y aura pas de résection, la résection étant une voie qui mène de façon permanente à la recombinaison homologue. Les études comme ça ont permis en fait d'avoir des mécanismes qui ont servi l'année d'après à Alex pour être capable d'expliquer pourquoi en mitose 53BP1 n'est pas recruté à l'ADN. En fait, le domaine UDR qu'on a identifié est phosphorylé en mitose. Il a également permis d'élaborer une petite molécule appelée l'inhibiteur de 53BP1 qui a été publié dans Nature Biotech le mois passé avec Dan, qui est en fait un inhibiteur de 53BP1 et qui en fait permet, lorsqu'on fait de l'édition de génome pour aller mettre un tag sur une protéine endogène, par exemple, d'inhiber 53BP1, donc inhiber en partie la recombinaison non homologue et favoriser l'intégration de notre marqueur. En 2016, les études auxquelles j'ai pris part également avec Dr. Wilson ont validé notre modèle. En fait, il a utilisé du cryo-EM et il a purifié de la protéine en fou pour être capable d'avoir plein de petites molécules, pour être capable d'accumuler 41 000 particules images
avec un cryo-EM et avoir la structure ici, une résolution de 4.5. Ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est qu'on a 53BP1 et l'ubiquitine liés sur le nucléosome. Et en fait, lorsqu'on regarde un nucléosome où l'ubiquitine est libre, elle se trouve ici dans les extrémités, 53BP1 fait qu'elle est ramenée vers l'intérieur, ce qui supporte notre modèle que la chromatine est stabilisée dans un état compact. Par la suite, je me suis intéressé aux autres lecteurs qui peuvent reconnaître en fait l'ubiquitine au site de dommage. Et on a trouvé, pour faire une longue histoire courte, qui a été publiée en avril dernier, qu'en plus de 53BP1, il y a 2 autres protéines qui reconnaissent exactement le même signal, donc le substrat de RNF168, donc RNF168 lui-même, qui lui sert à faire de l'auto-amplification au site de dommage et de propager le signal, et RNF169, qui est un inhibiteur de 53BP1. Contrairement à 53BP1, ces 2 protéines-là sont beaucoup plus flexibles dans le type de nucléosome qu'ils peuvent accommoder. Et on peut le voir par les études de cryo-EM, où on peut voir en vert la liaison de 53BP1 et en rose la liaison de RNF169. Donc, deux liaisons à la même modification post-traductionnelle qui résultent en 2 résultats différents. Et en fait, lorsqu'on ajoute RNF169 dans les cellules, on promouvoit la recombinaison homologue. Donc, c'est important de comprendre le lien entre ces 3 protéines-là qui reconnaissent exactement la même modification, mais qui vont avoir des outcomes différents sur la façon dont la cellule va réparer l'ADN. Donc, dans mon laboratoire, on a eu du financement pour s'intéresser aux questions, c'est-à-dire comment est-ce que l'état de la chromatine, les modifications qui sont déjà en place, vont influencer leur capacité à être ubiquitinée, mais également le recrutement de ces protéines-là. Et en fait, on sait déjà, grâce à une collaboration avec le Dr Jacques Côté, que si la chromatine est hautement acétylée, sur l'histone H4 et H2A par type 60. En fait, il va y avoir la promotion de la réparation par recombinaison homologue, suggérant qu'il y a vraiment une influence de l'état principal de la chromatine déjà en place. L'autre partie de mon laboratoire, rapidement, s'intéresse, dans le fond, à la fusion entre comment le VPH influence la stabilité génomique dans les cellules. Je vous ai parlé du VPH tantôt en m'intéressant surtout d'un point de vue virus, comment le virus veut répliquer son ADN. Cependant, comme je vous le disais, le VPH, il peut y avoir une perte de contrôle de ses oncogènes et c'est ce qui est un événement essentiel mais non suffisant au développement de cancers comme le cancer de l'utérus et de l'oropharynx. Donc, c'est essentiel mais non suffisant puisqu'on a besoin d'avoir une accumulation de mutations additionnelles pour atteindre le niveau de tumeur, de cancer invasif. De manière intéressante, 53BP1 et je vais vous montrer sur l'autre slide RNF168 va accumuler dans des foyers qui sont complètement dérégulés. Donc, dans ces cellules-là, il n'y a pas d'induction de dommages et 53BP1 qui habituellement est pan-nucléaire va accumuler dans de larges foyers dont la source et la nature ne sont pas définies. Même chose pour RNF168. Par exemple, ici, dans un cancer anal VPH positif, on voit que 53BP1 accumule grandement dans des grands foyers et RNF168 également. Donc, dans mon laboratoire, on s'intéresse à comprendre c'est quoi la source de ces dérégulations-là. Et on a déjà des preuves que habituellement, ces processus-là sont régulés de façon cellulaire dépendante et le VPH semble avoir un impact pour changer cette régulation. Donc, on se pose quelques grandes questions, soit comment les mécanismes utilisés par le VPH peuvent affecter les voies de réparation de l'ADN et comment peut contribuer à sa capacité d'être un virus oncogène. Quels sont les mécanismes par lesquels il les séquestre, ces protéines-là, et est-ce qu'on peut les utiliser pour faire des traitements de précision? Et ici, on peut penser, par exemple, à des traitements comme l'olaparib qui ciblent de façon spécifique des cellules qui ne sont pas capables de faire de la recombinaison homologue. Donc, c'est le but, et on travaille sur 2 types de cancers, VPH, le cancer cervical comme modèle, et le cancer de l'oropharynx. Pour terminer, j'aimerais mentionner que, oui, j'ai eu des mentors au niveau de directeur, Jean-François Jacques. Il y a également Jimmy Dikiakos du laboratoire de Tim Belhubert qui a joué un rôle fondamental dans plusieurs étapes de ma vie et je remercie vraiment la vie de l'avoir rencontré. Jimmy, quand je suis arrivé, finissait son doc. Donc, quand je suis passé pour faire mes applications au doc, c'est lui qui m'a aiguillé parce qu'il n'y avait pas d'autres étudiants dans le labo de Jacques. Quand je suis allé au postdoc, il m'a conseillé aussi. Quand j'ai appliqué pour les emplois dans les différentes universités et quand j'ai fait ma première application aussi à HR. Maintenant, j'espère que je vais être capable d'être aussi prolifique que Jimmy, qui a déjà 5 papiers à son actif après 5 ans dans son laboratoire à l'Université Western Ontario à London.
Cette phrase-là, c'est drôle, elle a été dite ce matin, puis c'est vrai, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. En fait, plus ou moins d'accord, seul on va pas nécessairement plus vite, en groupe, souvent on avance plus rapidement. Et je ne peux pas passer sous silence tous les gens avec qui on a évolué à l'URCM. Mani, qui s'est déplacé aujourd'hui pour venir nous voir, qui est ici. Alex, que je connais depuis maintenant plus de 10 ans, et que j'ai rencontré à une machine de fluorescence ici à l'URCM. Et toute la gang d'étudiants qui fait que dans les moments difficiles, ils sont là, dans les moments meilleurs, ils sont là aussi pour nous soutenir. Ça ici, c'est ma gang à Québec. C'est vraiment des étudiants motivés puis à qui j'essaie de transmettre la même chose que j'ai appris ici et dans mon postdoc dans mon doctorat à l'IACM. La science, c'est une famille, on vit ça ensemble, on avance plus vite ensemble, puis on essaie de travailler en équipe, puis se soutenir pour arriver à nos fins. Donc, on est localisé ici dans le Vieux-Québec, c'est dans une ancienne église. Donc, voilà. Merci. Alors, merci beaucoup. Ernesto, il est où? Ernesto, bon, il faut revenir. OK. Bon, on va passer aux questions. 5 minutes de questions, s'il y en a. Jean? Merci. Je voulais vous féliciter, les Verts, comme vous dites. Je voulais simplement avoir votre avis et peut-être quels seraient les conseils que vous donneriez à des étudiants qui finissent leur doctorat, qui ne savent pas s'ils vont faire un postdoc, ou pour essayer d'établir leur propre équipe. Est-ce qu'il y a des conseils majeurs que vous leur donneriez? En fait, fiez à votre instinct d'abord. Dans la recherche de doctorat, par exemple, j'ai eu des positions d'Anna-Farber, j'ai eu des positions chez Dan. Point de vue école, je m'étais toujours dit, je vais aller dans une grosse école, je vais aller chercher ma formation. Pourtant, quand je suis rentré chez Dan, les cohésions entre les membres de l'équipe, pour moi, faisaient que ça me créait un environnement dans lequel je savais que j'aimerais évoluer. Et j'ai favorisé ça au détriment du nom d'une école. Puis je ne l'ai pas regretté aujourd'hui. Au niveau des relations avec les gens autour de vous, je pense que ça, c'est toujours important en jasant notre science avec les gens, qu'on avance tout seul, on va juste essayer de réinventer la roue, puis on n'avance pas aussi. Ne vous laissez pas abattre aussi par les difficultés de la vie. J'ai fait une demande de CHR avec un bébé d'1 mois, puis en étant bien entouré. D'autres questions? Est-ce qu'il y a encore des questions après ça? Non, il n'y a plus de questions. Monsieur Méran, vous voulez poser une question? Prenez le microphone. Merci. Ce serait peut-être juste un commentaire général sur quelque chose que je ressens. Alors, je vais me présenter. Je suis Richard Méran. Je suis membre du conseil d'administration ici depuis un peu plus d'1 an. Je suis pharmacien de formation et je suis vice-président au groupe Jean Coutu. Et en écoutant, et j'ai partagé mon commentaire avec Pierre plus tôt, mais en écoutant les présentations, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu à l'abbaye de Montserrat lors d'une visite où, par hasard, j'ai été enfermé dans l'église au moment d'une pratique de la chorale et on sent qu'il y a une communication avec quelque chose d'en haut qu'on n'est pas capable de définir. Et ce matin, en vous écoutant décrire la vie qui est une symphonie tellement complexe et tellement belle et qui génère de l'émotion, en vous écoutant parler de ça, j'ai vu la même porte, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est le message d'en haut. Plutôt que d'envoyer la musique par en haut, on décode le message qui nous était arrivé de quelque part. Et même, ce que je réalise, c'est que bientôt, avec la science, on va commencer à réinterpréter ce message-là, puis on va le retourner en haut. D'où l'importance d'avoir de la bioéthique quelque part dans ça à un moment donné. Mais je voulais vous dire que c'était vraiment inspirant, ce que j'ai entendu aujourd'hui. À l'heure du dîner, j'ai regardé les plus jeunes et je me suis dit, lequel et laquelle va être le prochain Tariq, le prochain Jean d'Avignon, le prochain Jacques Genel et tous ceux que j'ai entendus ici qui sont sortis d'ici et qui rayonnent. Là. Alors, vous êtes quelque part dans la salle, les plus jeunes. Vous ne le savez peut-être pas ou peut-être vous le savez. Et puis, un dernier mot sur le rayonnement de l'IRCM. C'est vous et nous, là, je vais m'inclure dans ça. C'est une institution qui contribue au rayonnement
de notre communauté, là. Puis on joue un rôle tellement important. Alors, je veux juste vous féliciter et vous remercier pour tout ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup pour ce commentaire pour l'IRCM et pour les gens qui y travaillent. Alors, d'autres questions? Alors, si vous avez une question sur la cassure de double bras, là, vous avez des spécialistes ici. Il ne faut pas hésiter. On était quand même dans deux parties. On a pris chacun notre salle. OK, bon, alors je vais inviter Mathieu de passer au dernier chapitre. Donc, on va avoir quelques... Est-ce que ça marche? Pas limite? Est-ce que tu peux m'allumer ça? Allô? OK. Bon, c'est bon, ça marche. OK. On va avoir quelques mots avant de conclure. Donc, d'abord, je remercie tous les conférenciers. J'ai vraiment... Le propos a surpassé à quoi je m'attendais. J'ai vraiment été impressionné par les présentations, l'atmosphère de la journée. On sentait, quelqu'un m'a dit, c'est comme si on se retrouvait une grande famille, tous ensemble, depuis des années. C'est vraiment l'impression que j'ai eue aujourd'hui. Donc là, je vais inviter le docteur Serge Marchand, qui est directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec Santé, à venir prendre la parole. Écoutez, je vais prendre seulement quelques minutes. Je viens tout juste d'arriver, en fait, je suis le nouveau directeur scientifique du Fonds de recherche et de la composante santé. Et j'ai la chance, en fait, de venir à des événements comme celui-ci. C'est des instituts que je connaissais quand j'étais étudiant. J'avais des collègues, j'ai fait mon PhD à l'Université de Montréal en neurosciences avec, entre autres, Yves Lamarre, que vous connaissez probablement. Et il y avait d'autres étudiants avec moi, dont certains qui travaillaient avec les chercheurs ici. Et quand je marchais sur la rue et je voyais l'Institut, je me disais « Wow, c'est très impressionnant ». Et en fait, j'avais parfaitement raison. Aujourd'hui, je vois que c'était très, très impressionnant. Écoutez, je vais vous dire juste quelques mots. Moi, quand j'ai appris 50 ans, je me suis dit 1967, qu'est-ce que je faisais? En fait, j'étais en culotte courte en train de visiter l'Expo 67. Je me souviens très, très bien. Alors, je ne savais pas trop ce qui se passait au niveau de la recherche. Je voudrais remercier Dr Ferron pour cette organisation. Je voudrais vous remercier. Je n'ai pas pu voir, malheureusement, j'étais pris ce matin, alors je n'ai pas pu voir toutes les conférences, mais je peux vous dire que si elles étaient de la qualité que j'ai vue cet après-midi, c'est très impressionnant. En fait, quand on regarde ce qui s'est passé, quand on regarde, en fait, moi, je suis maintenant un des membres, si vous voulez, je travaille directement sur les fonds de recherche québécois en santé. Donc, je prends, si vous voulez, je marche dans des grands souliers, hein, j'ai embarqué dans de grands souliers. Mais je m'aperçois que tout ça a été créé, entre autres, en fait, vraiment en grande partie, par Jacques Genet, en fait. Et c'est là que c'est important de s'en souvenir. Ça a été créé par lui, en fait. C'est parti de là et c'est arrivé jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et je ne sais pas jusqu'à quel point il savait à ce moment-là l'ampleur que ça prendrait, mais vous savez que ce qu'on a au Québec comme structure est jalousé par beaucoup d'endroits, en fait, au Canada, mais dans le reste du monde aussi. Et je l'apprenais au fur et à mesure des différentes rencontres que j'ai faites. Mais ce qui était encore plus impressionnant, c'est que quand l'Institut a été créé, il y avait déjà des chercheurs impressionnants. Mais ce qui m'a impressionné aujourd'hui aussi, c'est de voir la relève. En fait, on a toujours peur de ça. Hein? Quand on est un grand chercheur, on avance nos choses, on publie dans des revues. Et tantôt, j'écoutais parler chacun ceux qui s'appellent les Verts, en fait. Alors, si je regardais l'équipe des Verts, je me disais, mais est-ce que tout le monde ici publie 2-3 papiers dans Nature et dans Science? Est-ce que c'était le minimum pour avoir son PhD? Alors, finalement, j'ai été assez impressionné. Je me suis dit, écoutez, quelle équipe quand même, quelle équipe incroyable. Donc, je pense que ce qui est rassurant, c'est qu'on a un institut qui fonctionne de façon fantastique, mais on a de la relève. Donc, finalement, ça aussi, c'est important. Parce que si on se disait, il y a eu des grands esprits, puis maintenant, c'est terminé, ce serait un peu triste en tant que tel.
C'est une période aussi dans laquelle je suis très content de vous parler. Écoutez, une des raisons pour laquelle j'ai accepté le poste, il y en a plusieurs là, quand j'ai accepté de devenir directeur, mais une des raisons, c'est qu'on venait d'avoir une longue période de décroissance et là, ça commençait à croître. Donc, je me suis dit, après quelques mois, je vais pouvoir faire croire que c'est grâce à moi. Mais ce n'est pas vrai. C'était là avant que j'arrive, mais c'est quand même fantastique. On n'a qu'à penser au SQRI, par exemple, là, la stratégie québécoise en recherche et innovation, la stratégie des sciences de la vie qui ont été lancées au printemps dernier. Et ça, c'est 180 millions de plus en investissement pour le FRQ. Alors, c'est quand même impressionnant, hein? Ce n'est pas des petites sommes. Et il y a d'autres nouvelles qui s'en viennent aussi. On a vu d'autres choses qui vont se développer. Et je pense que c'est très important. Il y a aussi des choses, il y a des structures qui sont très importantes pour nous qui existaient. Entre autres, je pense aux réseaux. Hein, les réseaux de recherche, c'est important au Québec, on les soutient bien. Mais on vient tout juste de revoir les réseaux, on vient de changer. Et il y a des nouveaux réseaux qui se sont créés. Il y a d'anciens réseaux qui sont là, qui sont encore plus forts et ça continue. On fait le même travail en ce moment pour revoir un peu l'organisation des centres. Et aussi, on est en pleine période de restructuration. Ça, c'est important parce que ça vous implique aussi. Ça implique un peu tout le monde, en fait. On est en période de planification stratégique. Et on a eu récemment une période de consultation publique qui a été très intéressante. Et ça, c'est grâce à notre scientifique en chef, Rémi Quirion, qui ose faire des choses que d'autres n'avaient peut-être pas osé avant. Il est allé même consulter la population générale. Et il est arrivé avec des suggestions très intéressantes. Et on travaille encore à faire ressortir tout ce qui est important là-dedans. Mais bien sûr aussi, on a fait des vérifications, on a vérifié, on a parlé avec les scientifiques. Alors, on a fait un tour, on a rencontré les 3 fonds, si vous voulez, les CA des 3 fonds se sont rencontrés il y a quelques semaines et on a fait un brainstorming sur ce qu'on devrait développer. On a rencontré aussi tous les directeurs de centre et on a eu une grande rencontre aussi avec les ministères. Et je veux souligner, entre autres, la ministre Anne-Glade, David et le sous-ministre adjoint, M. Luc Castonguay, qui était présent. Alors, je pense que c'est important de voir qu'on est en période d'effervescence, on est en période de développement. Maintenant, quand il arrive des choses comme ça, on peut se réjouir et taper des mains. Et tout de suite après qu'on a fait ça, il faut se dire, bon, mais maintenant, il faut travailler fort pour assurer la pérennité. Parce que c'est beau, quand on a des nouveaux fonds, on va créer maintenant des nouvelles structures où on va augmenter, si vous voulez, des financements. Mais les attentes, ça va être que dans 5 ans, ça continue. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et l'avantage de faire ça, quand on vient voir ce qui s'est passé aujourd'hui, les 50 ans de l'Institut, c'est de voir que ça vaut vraiment le coup, en fait. Ça vaut vraiment le coup de soutenir les chercheurs qui sont déjà là, de soutenir la relève. Et je suis assez confiant, en fait. On est assez fort au Québec et on va continuer d'être très fort dans le futur. Donc ça va être le coup de main dont on a besoin au FRQ pour continuer à développer. Je vous remercie beaucoup et je vous félicite encore pour ces 50 ans. Bravo. Merci, M. Marchand. Je voudrais aussi souligner le soutien financier des fonds de recherche du Québec pour l'organisation du symposium, de même que tous les autres commanditaires là, qui nous ont aidés. Puis aussi, je voudrais souligner que le rôle que jouent les fonds santé, le Fonds de recherche Québec, anciennement FRSQ, FRQS, là, tout au long des années pour soutenir les étudiants à l'IRCM avec les bourses, aussi les bourses salariales des chercheurs. Donc, effectivement, c'est une structure qui est jalousée. J'ai eu des discussions téléphoniques parfois sur des comités IRSC avec des chercheurs de d'autres provinces, mais c'est vrai. Donc, maintenant, j'inviterai le président du conseil d'administration de l'IRCM, M. Pierre Duplessis, à venir prendre la parole. Merci, Mathieu. Quelle journée incroyable, absolument exceptionnelle. C'est vous qui avez fait cette journée-là, qui est une journée inspirante, et j'espère que vous en êtes fiers. C'est vraiment, je vous dis, j'étais renversé et honoré aussi de servir le conseil d'administration à titre de président. Je remercie Mathieu, qui a fait, lui et tous les gens qui l'ont accompagné, qui a fait un boulot formidable. J'ai été à une réunion du comité, je me disais, où est-ce qu'on s'en va avec ça, diable? Et voilà cette belle réalisation aujourd'hui qui est absolument extraordinaire. Je voudrais aussi rendre hommage au docteur Genet, que je n'ai pas connu personnellement, mais que j'ai connu, je le voyais aller comme étudiant, jeune étudiant en médecine. Un homme d'une polyvalence extraordinaire, un homme à la pensée universelle, un homme avec une vision grandiose et aussi un grand humaniste.
je dirais, un homme plus grand que nature, un géant exceptionnel dans son domaine. Et puis, je regardais comment les choses évoluaient aujourd'hui, et puis je me suis dit, peut-être que la façon de conclure en 2-3 minutes, ce serait de nous redonner justement quelques-unes de ces pensées que vous avez élevées, je dirais bien, à un niveau universel. Je ne ferai pas d'attribution ici, mais je voudrais simplement reprendre quelques propos qui ont été dits et qui sont absolument inspirants, sortis du contexte strictement ou stricto sensu de la recherche. Alors, par exemple, je voyais une équation extraordinaire. Talent et mise en commun des talents, mais dans une atmosphère humaine. Et on fait souvent A plus B, mais plus C, on ne le fait pas souvent. Donc, talent, mise en commun et dans une atmosphère humaine. Et je voyais les propos du Dr. Genet qui disait « On n'est pas ni un mentor, ni un leader si on n'est pas généreux. » Et ça, c'est à retenir. Et aussi, pour bien des gens, surtout des grands leaders un peu plus au sud de notre pays, cette autre mention du Dr. Genet, c'est à force de douter qu'on découvre et qu'on s'accroche à un certain nombre de certitudes. Il faut douter. Et aussi, health is a function, on le disait ce matin, health is a function, et on entrait dans la dimension de fonctionnalité, aussi des dimensions politiques, des dimensions financières, bien sûr, dont il faut absolument tenir compte. Et cette obligation que science has to set the agenda. Et également, academia has to take responsibility for major issues in the world. Non pas qu'on prend en fait le blâme de ces problèmes, mais qu'il faut s'attacher à les régler. Je voyais aussi, bien sûr, on reconnaîtra Philippe, exploiter les découvertes très fortuites, mais aussi une très belle parole, créer des rêves dans l'esprit des jeunes scientifiques. Créer des rêves dans l'esprit des jeunes scientifiques et ce que l'Institut a fait, leur donner les moyens de les réaliser. Ça, c'est vraiment exceptionnel et c'est l'IRCM. Et enfin, un petit peu dans le sens de mon collègue Richard tantôt, à l'IRCM, c'est plus que la science. Ce sont les gens qu'on y rencontre et qui font une différence, à la fois dans ce qu'on est comme individu et à la fois comme ce qu'on est comme chercheur. Donc, je vous dirais, nous tournons la page des 50 premières années de l'Institut. À nous tous dans cette salle et ceux qui nous écoutent ailleurs, incombe la responsabilité de faire les prochaines 50 années avec autant de succès. Merci beaucoup. Merci, M. Duplessis. Je remercie aussi le conseil d'administration de l'IRCM pour le travail exceptionnel qui se font depuis 50 ans. Et je rappellerai qu'ils ces gens-là travaillent bénévolement à assurer la gestion de l'IRCM, de l'Institut. Donc, c'est maintenant le moment de conclure ce symposium un peu spécial. Hein? On n'en aura pas un autre avant 50 ans. Je suis pas sûr que ça va être moi le président à ce moment. Je vais en profiter, là, c'est une minute de gloire. Donc, on peut dire que c'est clair qu'il y a un héritage à l'année 1967, là, qu'on parle de l'IRCM ou de d'autres choses, d'autres événements à Montréal. Mais on peut dire qu'il y a certaines institutions qui ont mieux supporté le passage du temps que d'autres. Okay? Donc, par exemple, il y a des structures de l'Expo 67 qui ont été détruites en partie. Alors, je ne sais pas si vous saviez ça, mais c'était pas pareil avant. D'autres qui ont été convertis pour le meilleur ou pour le pire. Hein. De même, il y a des projets autoroutiers qui avaient été inaugurés par le maire Drapeau, qui ont ensuite été démolis par le maire Coderre. Qui a vraiment fait ça. Il est allé marcher sur l'autoroute Bonaventure, se faire prendre en photo avant que l'autoroute soit démolie, comme son prédécesseur avait fait au moment de l'inauguration.
Donc, mais l'IRCM, je pense, a su traverser les décennies, mais est toujours là aujourd'hui. Il a même été agrandi à plusieurs reprises. Donc, Tariq, on attend toujours le prochain agrandissement. Non, c'était la joke facile. Mais on peut dire que Tariq, par exemple, il nous a fait une méchante belle rénovation avec Louis-Gilles. Ça, vraiment, là, c'est ça. Il l'a embelli. Hein? C'était dû pour un rafraîchissement. Donc, et malgré une tendance ambiante aux fusions administratives auxquelles l'IRCM a dû se défendre et résister au fil des décennies, notre institut a réussi à garder son autonomie tout en maintenant une affiliation forte avec l'Université de Montréal et une association avec McGill. Donc, une sorte de souveraineté association académique, non? Les succès continus des chercheurs de l'IRCM au concours de subventions, les publications d'impact résultant de leurs recherches, on a parlé des prix, tout ça, je ne vais pas tout dire ça, mais au fil des années, ça démontre encore aujourd'hui la pertinence de ce modèle unique qu'avait imaginé Dr. Jacques Genet. L'IRCM, c'est un fleuron de la recherche au Québec et au Canada. Et selon moi, je pense selon plusieurs chercheurs ici, c'est clair que le succès de notre institut repose en bonne partie sur son autonomie. Comme on l'a vu au cours du symposium, un autre élément clé du succès, de la résilience de l'IRCM, c'est la qualité et la passion des gens qui y ont œuvré et qui y œuvrent encore. Et là, je parle ici autant des directeurs de labo que des chercheurs, des cliniciens, des étudiants, des stagiaires postdoctoraux et surtout, on en a parlé et Yvan a bien fait de commencer avec ça, les membres du personnel de l'IRCM, des gens qui ont travaillé ici 35, 40 ans sans jamais penser quitter pour une autre institution, alors qu'il n'y a pas de syndicat à l'IRCM. Donc, l'IRCM, c'est une famille. Les gens sont fiers d'être ici, de faire partie de cette famille-là. Qui va définir, façonner l'avenir de l'IRCM? Bien, c'est vous ici, ceux qui sont maintenant à l'IRCM. Mais c'est aussi la future génération. OK? Ces jeunes-là qui sont assis au devant de la photo de notre retraite de 2016. Donc, c'est sûr qu'eux, ils vont continuer à faire rayonner notre institution. Et puis, j'espère que plusieurs d'entre vous vont être présents dans 50 ans, en 2067, lorsque nous fêterons notre 100e anniversaire. Un peu comme on avait Dr. Ganton d'Avignon. Donc, vous serez là, on vous attendra. Et donc, je souhaite une longue vie à l'IRCM. Et avant de conclure, évidemment, il faut remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce symposium. Les membres du comité organisateur, Jean Vacher, Éric Cohen, Éric Racine. Donc, on a parlé de mentor. Jean a été mon mentor quand j'ai effectué mon doctorat ici. Les affaires académiques, Joanne Langevin, j'aimerais ça qu'on l'applaudisse. Virginie Leduc aussi, qui a fait un travail, Joanne a un travail exceptionnel pour mettre tout ça en place. Sans elle, on ne serait pas là aujourd'hui. Les communications aussi, un travail essentiel. Manon Pépin, Anne-Marie Beauregard, ainsi que Sarah Bouchard et Martine qui ont supporté l'organisation. La Fondation, Isabelle a parlé au début. L'audiovisuel, Paul-Émile et aussi Romain Rabassa-Loret qui est venu prêter main forte aujourd'hui. Merci. Les bénévoles pour le déroulement, Isabelle Janotte, Carole Vincent, Julie Bergalet, Awais Jahed et Yannick Cyr, pardon. Je veux remercier aussi le GRIX qui nous a permis d'utiliser la vidéo aujourd'hui, donc Julie Couture du GRIX. Richard Simon, donc on a parlé précédemment, là, qui fait un travail exceptionnel aux équipements spécialisés, mais qui nous a aussi monté une exposition rétrospective dans le hall d'entrée. Donc, je vous invite à aller faire un tour tout à l'heure pour voir ça. La cafétéria.
Mario et son équipe pour tous les dérangements qu'on a causés aujourd'hui et aussi la sécurité. Et bien sûr, les membres du comité 50e anniversaire et nos commanditaires qui étaient affichés sur le programme. Avant d'inviter Tariq Moroy, qui est président et directeur scientifique actuel de l'IRSM, à conclure, je voudrais juste vous inviter les panélistes, les présidents de l'après-midi à rester pour une photo parce qu'on ne vous a pas eu ce matin. Et aussi, on pourrait prendre une photo de famille des directeurs de lab actuels et anciens qui sont présents. Restez, on va prendre une belle photo pour la postérité. Donc, j'inviterai maintenant Dr. Moroy à venir prendre la parole. Alors, ça termine notre symposium du 50e anniversaire. Quelle belle journée, quel symposium extraordinaire. 50 ans, c'est quelque chose. On veut voir les 50 ans du futur, mais il nous reste de faire quelque chose. Un dernier remerciement à Mathieu Ferrand qui a organisé avec son équipe cette magnifique journée. Alors, merci à toutes et à tous et on souhaite longue vie à l'IRCM.